expérience de traitement du signal, mais dans des journées qu'on avait commencé à initier avec Jeannie Hérault et Bernard Rance sur les neurosciences et sciences de l'ingénieur, pour réunir ensemble des neuroscientifiques, des mathématiciens, des ingénieurs, des physiciens qui s'intéressaient au réseau de neurones artificiels, ça existait déjà, même si on n'avait pas les moyens de calcul pour faire du deep learning, et puis la modélisation du cerveau. Et donc, dans ces journées, on a discuté avec des neurobiologistes qui travaillaient sur le décodage du mouvement chez les vertébrés. On a appris des choses qui étaient tout à fait étranges, puisque quand on fait un mouvement, une articulation, même si ce mouvement est imposé, donc sans que la personne le contrôle, on s'aperçoit qu'il y a des informations de position de l'articulation et de vitesse de mouvement de cette articulation qui sont transmises par des récepteurs fusoriaux, transmis par des fibres vers le système nerveux central. Mais curieusement, ces informations de vitesse et de position, elles sont mélangées. Elles n'arrivent pas de manière indépendante. D'un côté, la position et la vitesse, elles sont mélangées. Et elles arrivent mélangées vers le cerveau. Et donc, alors, il y a une bonne nouvelle quand même, mais on ne savait pas comment l'interpréter, c'est qu'il y a deux types de fibres. Il y a des fibres qui sont plus sensibles à la position, donc elles sont statiques, et des fibres plus dynamiques qui sont plus sensibles à la vitesse. Je pense que c'est quand même un peu fort, ça. Je ne crois pas séparer position et vitesse. Alors, c'est effectivement la question qu'on s'est posée. Comment le cerveau est-il capable de séparer position et vitesse? Alors, on a cherché à modéliser le problème en essayant de comprendre ça. Donc, sur le petit graphe que vous avez ici, donc, en bas de l'écran, on a représenté donc, les impulsions en fréquence instantanée, donc ce sont les petits points noirs ici sur le graphe du haut, qui correspondent à ce qui est transmis par un de ces types de fibres. Et on a représenté en dessous la position, donc c'est une articulation qui varie de 90 à 100 degrés, et puis quand il n'y a pas de mouvement, bien sûr la vitesse est nulle, donc le vecteur vitesse, l'information de vitesse est représentée en bleu en dessous, et puis dans la rampe, quand le mouvement se fait, il y a une information de vitesse. Et on s'aperçoit qu'on peut modéliser relativement simplement et de manière assez précise l'évolution des fréquences sur le graphe du dessus, donc en combinant de manière linéaire et additive ces deux informations de position et de vitesse. Donc on a proposé à partir de ça le modèle linéaire qui est proposé dans l'autre colonne, et avec la condition supplémentaire, puisqu'il y a des fibres statiques et des fibres dynamiques, donc il y a des coefficients qui ont certaines propriétés qui sont indiquées, ce qui fait que si on écrit ça sous forme matricielle, avec la matrice de coefficients et la matrice des AIJ, on a une matrice qui typiquement va être inversible. Malgré tout, A et S sont inconnus, et donc on a un problème inverse à résoudre. Est-ce qu'à partir de ces observations de fréquence, on est capable de trouver ce qui est mélangé, cette position et cette vitesse? Alors, question, ça veut dire que uniquement à partir des observations de Nice, on veut retrouver soit A, soit S, soit les deux. Oui, surtout S. Et effectivement, on s'est dit, c'est un problème qui est mal posé. Voilà. C'est un problème qui est mal posé. Donc, comment on peut faire? Il faut qu'on rajoute des informations supplémentaires, des hypothèses supplémentaires, sinon, bien sûr, on ne saura pas résoudre ce problème. Donc, l'idée qu'on a proposée, c'est de dire, eh bien, cette position et cette vitesse d'articulation, on va les considérer comme des quantités qui sont statistiquement indépendantes. Je t'arrête, Christian, tu pousses le bouton un peu loin, là, parce que supposer que la vitesse et la position sont indépendantes, c'est un peu fort, non? Alors, tu as raison, parce qu'effectivement, vous savez tous que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, comment on peut considérer ça comme indépendant? Alors, en fait, on travaillait en considérant des choses à un instant donné sur un échantillon, et sur un échantillon, quand vous connaissez la position de votre articulation, vous ne connaissez pas sa vitesse, et réciproquement, au même instant, si vous connaissez la vitesse, ça ne vous donne rien sur la position. Donc, même s'il y a cette relation fonctionnelle, cette hypothèse n'était pas complètement stupide, même si elle était intuitive, et on avait aussi du mal à l'expliquer à l'époque. Donc, l'idée intuitive des premiers algorithmes d'ICA, c'était de dire, bon, il y a ce mélange qu'on ne connaît pas, on a simplement des observations, et pour essayer de compenser le mélange, on va estimer une matrice de démélange, d'accord, donc on a appelé D ici, de sorte que la propriété qu'on suppose de ces quantités qu'on cherche, donc la position et la vitesse, deviennent statistiquement indépendantes. Voilà. Donc, le premier algorithme qu'on a proposé, c'était au Gréty en 85, donc il y a quelques années. C'est sur, on est
avait fixé, compte tenu des indéterminations d'échelle qui sont inhérentes au problème, et dont Pierre reparlera, on avait pu simplifier cette matrice de mélange en imposant des 1 sur la diagonale. Donc il y avait juste à calculer les coefficients hors diagonale. Et donc l'ajustement qu'on avait proposé, c'était d'ajuster ces paramètres, donc avec le delta VIJ, avec cette formule ici, où par rapport aux quantités estimées qui doivent reproduire les sources, ça doit être des estimations des sources, on utilisait des fonctions non linéaires G et H, et on faisait ce produit. Alors ça peut paraître bizarre. Oui, parce que en fait, si je me souviens bien, cette règle, c'est une recherche simultanée de zéro de plusieurs fonctions à la fois. C'est pas une itération qui était censée minimiser une fonction objective. Ouais, alors, effectivement, mais si vous avez suivi l'exposé de Gersand fort hier, vous savez tout sur les itérations stochastiques. Et donc, en fait, ce qu'on a découvert après, c'est que contrairement à ce qui se faisait à l'époque, où on avait des descentes de gradient, déjà quand on faisait des réseaux de neurones, des minimums d'erreurs quadratiques, là, ici, en fait, on cherchait les zéros d'une fonction, et sans le savoir, on avait introduit ça, puisque, en fait, notre idée intuitive, c'est de dire, quand l'ajustement s'arrête, quand donc les paramètres vont converger, on doit avoir en moyenne donc, cette quantité donc, qui est l'espérance de ce produit de terme qui doit être égal à 0, ce qui était une approximation de l'indépendance. Et donc nous on est gonflé, mais Gersand a expliqué ça hier, c'est que cette fonction qui est compliquée, qu'on pourra approximer par une somme empirique de termes, une moyenne empirique, on ne prenait qu'un seul terme, mais ça marchait. Alors, donc intuitivement, fluent quand même. Sans d'avoir fait un truc qui marche sans comprendre. Donc intuitivement au départ on avait dit est-ce que la décorrélation ça suffit pas, et donc on avait bien sûr ajouté ces fonctions non linéaires de manière empirique parce qu'on savait bien sûr que la décorrélation c'était pas l'indépendance, c'était une première étape, et puis avec cette règle que j'ai écrite donc correspondant à la décorrélation, on avait les paramètres diagonaux donc symétriques de ma matrice B qui étaient identiques, qui variaient de manière identique, donc ça ne permettait pas d'inverser n'importe quelle matrice de mélange, c'était seulement des matrices de mélange très particulières qui avaient aussi cette propriété de symétrie, ce n'était pas acceptable. Donc en fait, voilà pourquoi on a proposé cette règle de manière intuitive et sans preuve de convergence à l'époque. Alors c'est vrai qu'à l'époque, le traitement du signal était basé surtout sur les moments d'ordre 2, et l'indépendance, on se contentait pour la satisfaire d'utiliser les décorrélations à l'ordre 2. Mais on sait que, maintenant on sait très bien que ça ne suffit pas pour résoudre ce genre de problème. On va avoir la confirmation dans quelques instants. Et pourquoi est-ce qu'on s'est collé à l'hypothèse gaussienne si longtemps? Parce que ça nous suffisait, tout simplement. Et en 89, le premier colloque exclusivement dédié aux statistiques d'ordre supérieur a été organisé, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment on a observé l'essor des statistiques d'ordre supérieur en traitement du signal. Alors, en fait, sur l'essor de la séparation de sources, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à partir un peu après le Grécy, quelques années après, en particulier Jean-François Cardozo, qui n'est pas là, mais auquel je pense que tout le monde associe la séparation de sources, et Pierre Comont, qui n'est pas loin. On commençait à travailler sur 4 théories pour essayer d'expliquer ces intuitions qui avaient conduit à cette algorithme. Je pense aussi qu'il faut mentionner le rôle à partir de 88 qui a été lié au GDR qui s'appelait pas ISIS, mais voilà, qui est maintenant ISIS, avec un groupe de travail qui était extrêmement animé sur les statistiques d'ordre supérieur et aussi sur la séparation de sources, animé en particulier par Jean-François Cardozo pendant plusieurs années, après Éric Moreau, etc. Donc, il y a de nombreux doctorants qui ont démarré leur thèse là-dessus, et on a eu des réunions vraiment très animées, très intéressantes. Ensuite, il y a eu un groupe européen qui a permis un essor qui était plus européen, parce qu'avant c'était quand même un peu franco-français. Et puis, dans la communauté réseau de neurones, plus que dans la communauté signal, il y a eu aussi une émergence et un certain nombre de groupes qui ont travaillé à partir du milieu des années 90, principalement. Alors, il y a un théorème qu'on doit citer, sur lequel est fondée la plupart des démonstrations d'identifiabilité, c'est le théorème de Darmois. Et le théorème de Darmois nous dit la chose suivante, qui est très intéressant. Si on a
des variables aléatoires statistiquement indépendantes Sn, et si on observe deux combinaisons linéaires, x1 et x2, de ces variables aléatoires, dès que x1 et x2 sont elles-mêmes aussi statistiquement indépendantes, alors on a une propriété très caractéristique, c'est que si une des variables Sn est non gaussienne, alors elle ne peut pas apparaître dans les deux mélanges. Parce que si elle apparaît dans les deux mélanges, x1 et x2 deviennent dépendants. Et réciproquement, si on a un mélange qui n'est pas trivial, c'est-à-dire un mélange où une source apparaît dans les deux observations x1 et x2, alors elle est forcément gaussienne. Ça, c'est un résultat très fort. Alors, il est un peu compliqué à démontrer. Nous, on avait donné une démonstration un peu plus simple, avec des hypothèses un tout petit peu plus fortes. Mais ce que ça veut dire, surtout, c'est que ça veut dire que dans le cas où les sources sont indépendantes et gaussiennes, ça ne marche pas. Donc, les sources gaussiennes, ça va poser un gros problème. Alors, donc, on va supposer que les sources sont non gaussiennes. C'est une condition suffisante. On verra que ce n'est pas une nécessité pour résoudre le problème de la séparation de sources, si on a des hypothèses en plus. Alors, si on prend par exemple le cas du mélange statique, c'est-à-dire un mélange qui n'a pas de convolution, on range les variables aléatoires xn dans un vecteur x, les variables sn dans un vecteur s, le mélange s'écrit x égale à s ou a avec une matrice. Alors, on peut déduire du théorème de Darbois un résultat qui est assez cocasse, c'est que si les xi sont indépendantes par paire, vous savez que l'indépendance par paire n'est pas équivalente à l'indépendance mutuelle, eh bien, c'est équivalent dans ce cas-là. Vous avez les Sn qui sont indépendantes mutuellement. Si les Xn sont indépendantes par paire, alors les Xn sont indépendantes mutuellement aussi. Donc ça, c'est un résultat assez fort. Et ce qu'on peut aussi déduire, c'est que la matrice de mélange, dans ce cas-là, eh bien, elle est triviale, c'est-à-dire qu'elle est le produit d'une permutation par une matrice diagonale, qu'on appelle le facteur d'échelle. Et cette indétermination, c'est la plus faible qu'on peut obtenir dans ce problème. Il y aura toujours cette indétermination qui sera présente si on n'adopte pas des hypothèses supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des sources gaussiennes? Alors, en fait, on peut couper l'observation en deux. On groupe toutes les sources gaussiennes d'un côté, que j'ai noté SG, et puis les sources non gaussiennes d'un autre côté. Et dans ce cas-là, la partie mélange de sources gaussiennes ne sera pas identifiable. Mais ça ne dit rien sur l'autre partie. L'autre partie, elle, peut être identifiable. Alors, le théorème de Darbois ne dit pas comment trouver la matrice AH, mais le théorème de Darbois nous dit que c'est possible. Alors, il y a quelque chose qu'on peut mentionner à ce stade-là, c'est que, en fait, il y a eu un précurseur. La séparation de sources, c'est encore de Deneau, on en a entendu parler dans l'exposé précédent. Là, c'était encore avant, c'était en 81. Et lui, il a proposé une approche à la déconvolution aveugle. Et on observe un processus xn, qui est la convolution, par un certain filtre inconnu A, d'une séquence IID SN. Eh bien, si Sn est non gaussienne, alors A peut être identifié à un retard près et un facteur d'échelle près. Et on retrouve finalement le résultat qui a été trouvé dans un autre cadre des années après. C'est dommage qu'on n'ait pas eu connaissance de ce résultat plus tôt. D'autant que Deneau a travaillé dans quelques années. Alors, si on prend le cas d'un mélange A inversible, on peut trouver, comme question l'a dit tout à l'heure, on peut chercher une matrice inverse. Ah, on va trop lentement. Oh bon, alors si cette matrice n'est pas inversible, par exemple si elle est rectangulaire, plus de colonnes que de lignes, c'est-à-dire qu'il y a plus de sources que de capteurs, ou s'il y a du bruit additif, c'est-à-dire on peut mettre le bruit dans le paquet des sources gaussiennes, par exemple, eh bien le problème est plus compliqué. Alors on ne peut pas rendre les sorties de ce filtre B exactement indépendantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les rendre les plus indépendantes possible. Alors comment tu vas faire ça? Alors, qu'est-ce que c'est l'indépendance statistique? Ça veut simplement dire que la densité jointe est égale au produit des densités marginales. Alors, pour faire en sorte que les sorties soient les plus indépendantes possibles, il suffit de mesurer l'écart entre ces deux quantités. Et la divergence de Kullback est bien adaptée, elle est positive toujours, et elle va être nulle si
si et seulement si les deux termes sont égaux presque partout. Alors c'est un critère qui est très adapté, et il se trouve que justement c'est l'information mutuelle. Alors, bon, l'information mutuelle avait sa tête. Ouais, bon, ça me semble quand même compliqué, parce que pour mesurer ce critère, qui semble être un bon critère, puisque tu cherches un minimum, il faut en revanche que tu connaisses les densités. Tu ne connais pas les densités. Est-ce que ça va être robuste, ce critère? Alors, non seulement il faut une densité, en plus on a une intégrale multiple en grande dimension. C'est vrai, on ne peut pas faire ça. Par contre, on peut approximer cette quantité de différentes façons, par exemple avec les statistiques de l'ordre supérieur, ce qui a été fait. Alors, il y a une autre chose qu'on peut mentionner à ce stade, c'est qu'il y a aussi une approche qui a été posée, je crois que c'est Jean-François Cardozo qui l'a fait en premier, par le maximum de vraisemblance. Alors, quelle est la différence entre la vraisemblance et l'information mutuelle? Eh bien, c'est simplement qu'il y a un terme en plus dans ce problème-là, qui mesure la distance entre la distribution des sources et la distribution des sorties Y. Donc, si on connaît, si on a un bon a priori sur la distribution des sources attendues, on peut utiliser le maximum de vraisemblance. Si on ne sait pas, si on n'a que des connaissances des distributions non informatives ou peu fiables, ce n'est pas la peine, ça va donner un résultat qui sera pire, au mieux utiliser l'information mutuelle. Alors, après, il y a des mélanges plus complexes qui ont été proposés, toujours sous hypothèse d'indépendance. Il y a les mélanges convolutifs multivariés, les mélanges sous-déterminés, les mélanges non linéaires, je vais vite. Et puis, si les sources ne sont pas indépendantes, il y a aussi d'autres approches. Par exemple, quand les sources sont corrélées, mais qu'elles sont d'alphabets différents, ou bien d'alphabets discrets qui peuvent être égaux, ou quand les sources sont colorées, et lorsqu'elles ont des profils d'autocorrélation qui sont différents les uns des autres. Là, on a d'autres approches qui existent. Alors, on trouve maintenant dans la littérature le vocabulaire de diversité. Ça veut simplement dire qu'on peut exploiter plusieurs propriétés de nature différentes concernant le mélange, par exemple les diversités en espace, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs capteurs, diversité en temps, ça peut vouloir dire qu'on observe les choses à différentes époques, et chaque époque est un mélange de sources, mais avec des matrices de mélange différentes, par exemple. On peut aussi avoir des diversités qui viennent du suréchantillonnage. Pour les sources, ça peut être concerné le support des sources, l'alphabet, la parcimonie, la non-négativité, et puis les sources peuvent être non stationnaires. Le mélange aussi pourrait être non stationnaire, avec des sources stationnaires. La couleur, on vient d'en parler. Alors, en fait, pour en savoir plus, nous vous renvoyons à la version longue de notre article ici, que l'on a mis sur HAL, qui fait 28 pages. Elle sera aussi sur le site du Brexit. Voilà. Et puis, oui. Alors, pourquoi un tel succès? C'est ce qu'on peut se demander. En fait, alors, l'ICA, au départ, les gens le voyaient comme un palliatif meilleur que l'analyse en composante principale. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à d'autres méthodes de factorisation, parce qu'on peut voir aussi la séparation de sources comme un problème de factorisation matricielle, ça permet d'avoir une interprétation physique, et c'est vraiment un élément clé, interprétation physique des facteurs. Et donc ça, c'était vraiment ce qui était très intéressant par rapport aux autres méthodes de factorisation. Alors, l'autre avantage, l'autre raison probablement, c'est que même pour des mélanges très simples comme le mélange statique linéaire, eh bien, ça fonctionnait dans un grand nombre d'applications, même s'il n'était pas vérifié de façon exacte. Il y a eu aussi donc, tout un travail qui a posé des bases théoriques vraiment solides. Donc merci à Jean-François, merci à Pierre, merci à Philippe Houbaton, et je vais en oublier, donc je préfère pas aller plus loin. Oui. Beaucoup de gens qui ont Il y en contribué a à des ça. centaines en fait, on ne va pas faire la liste. Et puis, il y a des algorithmes qui maintenant ont une convergence prouvée, ça a mis du temps, mais on a maintenant quelques résultats. Et puis surtout, des images importants, donc avec plein de personnes qui ont travaillé, qui sont intéressées, qui sont passionnées au problème et qui ont contribué donc, à mieux le comprendre, à mieux l'appliquer. Ouais. Je crois qu'ils ont compris. J'ai l'impression qu'il y a des gens là-bas, derrière celui qui a bien en noir, ils n'ont pas compris trop. Mais tu sais ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire d'aller lire notre livre. Le livre de Denis, c'est très bien expliqué. Je pense qu'on peut se référer au livre en plus de l'article long. Ce serait une possibilité. Allez, on va référer. Donc, on ne voulait pas laisser passer cet exposé sans parler de ces deux personnes. En fait, le
point commun de ces deux personnes, c'est qu'ils avaient un grand sens de l'humour. Et Jamy en particulier donc, a été vraiment un pionnier sur ce thème de séparation de sources, entre autres choses. Et Jean-Marc, bah, ceux qui étaient là en 97 pour le Grécy qui sortait de la Côte d'Azur et de la Grenoble, bah, c'était le général Chair de cette première session 88. Ils sont partis beaucoup trop